continuons notre examen sur cette question de la mobilisation socialiste de la thématique du jeu dans les discours de Xi Jinping. Cette thématique du jeu fait un retour surprenant en contexte socialiste actuellement, spécialement depuis Xi Jinping, puisque elle a été longtemps péjorative, notamment sous Mao. Sous la férule du parti, je cite Francis Déron dans L'État de la Chine en 1989, Francis Déron qui écrivait « Sous la férule du parti, l'idée même qu'un individu puisse s'adonner à une activité non productive, fût-ce pour se régénérer dans la détente, devint hérétique. Le culte de l'homme nouveau excluait l'idée de distraction. Le régime maoïste s'était approprié le temps libre des Chinois. » Fin de citation. Donc on voit que dans un contexte marxiste, la rhétorique du jeu se heurte aux attendus idéologiques du marxisme. Mais la référence au jeu fait son retour, manifestement, avec Xi Jinping, et nous voyons au moins deux raisons majeures pour l'expliquer. D'abord, le jeu tient une place prépondérante dans la civilisation chinoise, comme l'a expliqué notamment Roger Caillois, ou comme l'a aussi expliqué Yang Guoqing. Je vous renvoie à Les jeux et les hommes de Roger Caillois, qui disait au sujet de la Chine, sans nul doute, il y a là un trait de civilisation. Il écrivait cela, page 167. Je vous renvoie à Yang Guoqing dans Propos sur le Weiqi. Le Weiqi, c'est le jeu de Go, et les écoles de pensée de la Chine ancienne. Yang Guoqing qui écrivait que en tant qu'incarnation de l'antique culture chinoise, le Weiqi, donc le jeu de Go, recèle de profondes connotations et à l'intérieur de cet univers noir et blanc constitué par l'échiquier et ses lignes horizontales et verticales, est porté le gène de la sagesse chinoise, est reproduit le code secret de la culture chinoise. Fin de citation, vous trouvez ça dans le texte que je citais, paru en 1990, à la page 56. On pourrait aussi évoquer Elisabeth Papineau, qui cite un certain, je cite, rapport moralisateur dressé par l'Institut historique de recherche de Shanghai. Cette passion que les Chinois avaient pour le jeu n'avait certes pas débuté avec la pénétration des puissances étrangères en Chine, elle était ancestrale et touchait toutes les classes et tous les âges de la population. Seulement l'expérience de Shanghai, transformée au fil des ans en un gigantesque tripot où les Chinois purent donner libre cours à leur inclination, fut un désastre. Le plaisir du jeu, se muant en vice, entraîne les mêmes dérèglements que l'abus des drogues, poussant inéluctablement les Chinois vers l'abîme. Fin de citation, vous trouvez ça dans Le jeu dans la Chine contemporaine d'Elisabeth Papineau, Mahjong, jeux de Go et autres loisirs, paru chez l'Harmattan en 2000 à la page 93. Elisabeth Papineau avait été l'auteur d'une thèse de doctorat sur, je cite, la place et le sens du jeu dans la Chine urbaine contemporaine, Weiqi, Mahjong et autres loisirs. Thèse de doctorat soutenue à Montréal en 1999. Je le dis au passant, pour montrer qu'il y a là un vrai sujet de réflexion, je crois. Outre ces jeux, disons, dionysiaques qui exacerbent le goût de l'excès, Elisabeth Papineau cite des jeux apolliniens, pour reprendre une distinction certes occidentale, mais qui pourrait être éclairante pour nous, élevés au rang de rituels pédagogiques auxquels sont donc associés une aura de noblesse, pour reprendre l'expression d'Elisabeth Papineau, dont le plus emblématique est le Weiqi, évidemment, le jeu de Go, exalté comme outil indispensable pour la formation des élites culturelles et politiques depuis le IIIe siècle de notre ère, mais dont les racines historiques remontent à la période des printemps et automnes, voire à celle de l'empereur mythique Yao. Elisabeth Papineau précise que le grand maître, je la cite, Ouyang Xiu des Song, ira beaucoup plus tard jusqu'à élever le jeu de Weiqi
au rang des 6 enseignements traditionnels. Les liuyi, originairement, il y a le rituel, la musique, le tir à l'arc, la conduite de char, l'écriture et l'arithmétique. Eh bien, il faut y adjoindre le jeu de Go. Donc il y a une véritable noblesse du jeu, un véritable intérêt culturel très profond dans le jeu, au cœur de la culture chinoise. Roger Caillois nous livre dans sa méditation sinologique une définition générale du jeu, je le cite, avec la musique, la calligraphie et la peinture, dit-il, les Chinois mettent le jeu de pion et le jeu d'échecs au rang des 4 pratiques où doit s'exercer un lettré. Ils estiment que ces jeux habituent l'esprit à prendre plaisir aux multiples réponses, combinaisons et surprises qui naissent à chaque instant de situations constamment nouvelles. Fin de citation, Roger Caillois, dans Jeux et sports, 1967, page 172. Le jeu ne signifie plus simplement l'activité agréable qui s'opposerait au travail pénible, et encore moins le divertissement plus ou moins connoté économiquement comme pratique improductive ou moralement comme pratique vicieuse, égoïste, cupide, etc. Mais il désigne toute situation dans laquelle l'efficacité de nos décisions dépend de la décision des autres joueurs, c'est-à-dire un type d'interaction fondée sur l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, car le meilleur joueur sera celui qui parvient à sonder la stratégie adverse, afin d'anticiper et de surmonter les problèmes en amont, à leur stade initial, au moment où ils sont encore faciles à résoudre. C'est pourquoi le jeu en Chine sert à penser la guerre et la politique. Comme la guerre, dit Lin Setong, je le cite, le Weiqi procède de la voie de la nuisance, de la feinte, du combat et du camouflage. Je vous renvoie à son article paru dans la Revue d'Histoire et de Littérature des Sports, numéro 3, 1991, propos sur les caractéristiques nationales du Weiqi en Chine. Elisabeth Papineau renvoie le Weiqi et la rédaction de l'art de la guerre à une même origine historique commune. Je la cite, la filiation entre l'époque des royaumes combattants et le jeu du jeu de Go, le Weiqi, est largement commenté, écrit-elle. L'art de la guerre que l'on attribue à Sun Tzu date de cette époque. Fin de citation. Elle cite Han Tan de la dynastie des Han qui écrivait que de nos jours, on trouve le jeu du Weiqi que l'on peut dire aussi art de la guerre. Donc Han Tan, c'est un auteur de la dynastie Han. La dynastie Han, c'est entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ. Et Bourman de conclure, je le cite, « On peut affirmer en toute sécurité qu'il y a sans doute eu historiquement une interaction considérable entre la stratégie du Weiqi, du jeu de Go, et celle des guerres en Chine. » C'est ce qu'il écrivait dans Go et Mao pour une étude de la stratégie maoïste en termes de jeu de Go, paru au Seuil en 1972, page 14. On pourrait tirer de ces considérations la conclusion que si la politique est pensée comme un jeu et le jeu pensé à partir du modèle de la guerre, la politique n'est finalement pas autre chose qu'une continuation de la guerre par d'autres moyens, c'est-à-dire la rationalisation d'une violence indépassable. François Julien nous a en effet habitués, notamment dans son traité de l'efficacité, je vous y renvoie, à renverser la formule et à penser la guerre en Chine comme la continuation de la politique par d'autres moyens, c'est-à-dire l'effort du calcul le plus avantageux dans une situation où la violence des émotions empêche plus ou moins de le faire. À la différence des comportements que détermine le modèle clausewitzien de la guerre, il est ici plutôt question de contourner que d'affronter, précisément parce qu'il ne s'agit pas d'anéantir toute opposition, mais de convertir et d'inclure, de subvertir l'obstacle et d'en faire un moyen.
Il s'agit toujours de vaincre, mais avec une relative civilité. La relative civilité de cet art de la guerre n'est pas encore un complet dépassement de l'esprit guerrier de la lutte, comme l'exprime Zhang Tuqui, mais tout de même, je cite Zhang Tuqui, le Weiqi, comme les Jeux Olympiques, promeuvent un esprit humaniste, un esprit non guerrier, afin de mener la lutte sous la plus haute forme d'expression, écrit-il dans ses anecdotes sur le Jinping Mei. Et Sun Tzu, que Xi Jinping cite parfois, confirme qu'il s'agit encore de vaincre. Je le cite, « Être victorieux dans tous les combats n'est pas la fin ou le fin du fin. Soumettre l'ennemi sans croiser le fer, voilà le fin du fin. » Fin de citation. La question reste donc ouverte de savoir si la doctrine inclusiviste du jeu à somme non nulle qu'évoque Xi Jinping, bien qu'évidemment éloignée de l'interprétation clausewitzienne de la guerre comme anéantissement ou guerre d'extermination, se propose véritablement de transmuter les relations de pouvoir en rapports de complémentarité en vue d'un maximum de puissance collectif. La question, donc, se pose toujours ou reste toujours ouverte de savoir si cette doctrine est tournée vers la recherche de la satisfaction commune d'un intérêt vital plutôt que vers l'affirmation d'un pouvoir. J'en reste là pour aujourd'hui, je reste sur cette question ouverte. Donc en résumé, il y a bien un intérêt de la Chine pour le jeu d'une manière générale, dans la mesure où il s'agit de jeux comme le jeu de Go qui permettent d'exercer, de cultiver l'empathie. Mais cette culture du jeu n'est pas niaise ou naïve, elle est adossée à une réflexion sur le caractère conflictuel de la vie. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast pour continuer à réfléchir sur cette dialectique de l'empathie et du conflit à travers la rhétorique du jeu ou la philosophie du jeu telle que Xi Jinping nous la propose dans ses discours officiels. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.